Devenir youtubeur en 2024. Et vous allez voir que pour devenir youtubeur, il y a quelques petits secrets dont on va parler d'ailleurs dans cette vidéo. Alors première chose, ce qu'il faut savoir, c'est que les youtubeurs d'aujourd'hui ne sont pas juste simplement des créatifs. Ah bah non, ça va un petit peu plus loin que ça quand même. Ils ont notamment ces 5 compétences secrètes dont on va parler. La première des 5, c'est que ce sont avant tout de grands argentiers. C'est-à-dire qu'ils sont capables de gérer de l'argent, capables d'en gagner et capables carrément de vivre de leur chaîne. Et pour ça, ils ont 2 étiquettes. D'abord, et avant tout, ce sont des marketeurs. Et même si ça se voit pas, même si vous prenez des gens comme MrBeast ou quoi, qui ont pas l'air d'être... Mais ce sont des gens qui sont très informés au niveau marketing, qui savent exactement ce qu'ils font, ce qu'ils doivent faire. Il faut savoir qu'ils ont des équipes de X personnes à gérer, donc effectivement, il y a forcément des budgets aussi à gérer. Mais c'est pas que ça, c'est non seulement l'argent qui rentre, mais c'est aussi l'argent qui sort. Donc ils gèrent, ils savent exactement comment gérer, comment faire rentrer de l'argent. Ils savent aussi ce qui doit être dépensé et ne pas être dépensé. Donc ils tiennent les cordons de la bourse, les finances, voilà. Donc ça veut dire d'un budget pour le matériel. Alors si vous, du jour au lendemain, vous vous lancez, peut-être pas évident que vous commenciez tout de suite à vous acheter, je sais pas, une super caméra, un super micro, vous n'en êtes certainement pas là. Mais quand même, déjà, il va falloir commencer à penser à gérer un budget matériel et un budget humain, parce que on a tous une équipe qui travaille avec nous et qui nous aide. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, pour YouTube, j'ai ma transcriptrice, pour mon blog, j'ai 3 personnes qui travaillent dessus, etc. Donc vous voyez qu'on a tous des petites équipes en fait qui travaillent avec nous et qui sont là pour nous aider à faire en sorte qu'on puisse réussir sur Internet. Donc, il faut être marketeur, et tous ces youtubeurs que vous voyez dans quelques domaines que ce soit, il y en a qui sont très très forts en marketing. Je pense par exemple à des niches comme le fitness, où les gars, on sent que c'est du costaud. Et puis, il y en a qui sont un petit peu moyens, on sent qu'ils essayent, hein, qui se sont quand même... Mais il n'y a plus personne qui a zéro connaissance marketing. Tout le monde en a quand même un minimum, et s'y est intéressé, et essaie de faire le maximum pour s'en sortir, parce que tout le monde a bien compris que la seule formule magique qui existe pour réussir sur Internet, c'est le marketing. Et il n'y a pas d'autre manière de réussir. Une fois que vous savez un petit peu comment est-ce que ça fonctionne, c'est évidemment beaucoup plus facile pour tout le monde. Mais ce sont aussi donc pas seulement des marketeurs, mais des maîtres d'œuvre. C'est-à-dire que pour vous simplifier vraiment le schéma maximum, quand vous voyez un film sur les grands écrans ou même une série Netflix ou quoi, il y a tout en haut, il y a le producteur, c'est celui qui a les sous, hein, qui investit. Ensuite, il y a le réalisateur, celui qui va faire un petit peu, qui va mettre tout ça en place, être concret, concrètement parlant. Puis après, il y a tous les techniciens. Ça peut être un preneur de son, ça peut être celui qui va s'occuper de la photographie, donc de l'image, c'est-à-dire des lumières, etc. Bref, vous voyez que ça décline petit à petit. Et vous, en tant que youtubeur, si vous voulez devenir youtubeur, youtubeur à succès, vous n'avez pas le choix. Il faut que vous soyez un petit peu à tous ces étages. Donc vous êtes un maître d'œuvre au niveau de la réalisation. C'est-à-dire vous avez la vision d'ensemble et c'est vous qui allez choisir quelles personnes vont travailler avec vous. Mais vous avez aussi la compétence de choisir votre décor, de choisir quel tournage, de choisir, etc., etc. Bref, c'est vous qui êtes vraiment le grand Manitou de votre chaîne. Et puis aussi, quelque part, être technicien, parce que c'est vous qui allez arranger la lumière, c'est vous qui allez choisir quel son vous allez faire, quelle image, etc. Bref, ce ne sont pas uniquement que des marketeurs, mais c'est vous dire quand même que malgré tout, ils ont beaucoup de compétences, tous ces gros youtubeurs que vous regardez. Et on est obligé de cumuler un petit peu tout ça. Donc, être marketeur, être maître d'œuvre, voilà, il faut être producteur d'une manière générale sur YouTube en 2024. Vous n'avez plus le choix. Donc ce sont de grands argentiers, mais ce sont aussi de grands scénaristes. Et encore une compétence supplémentaire que tous les youtubeurs, encore une fois, quel que soit ce que vous choisissiez, ceux qui réussissent, ont fatalement, ils ont travaillé sur la science du scénario de leur vidéo YouTube en l'occurrence. Et pour ça, ils ont travaillé sur le copywriting, évidemment. Alors le copywriting, qu'est-ce que c'est? Pour ramener, disons, pour simplifier, ramener à ce qui peut être nos vidéos YouTube d'une manière générale, eh bien c'est tout simplement chercher à savoir écrire des titres. Parce que quand vous écrivez un titre, il y a 2 objectifs en général. Le premier, c'est de chercher à générer des clics. Pas de clics, pas de vues. Pas de vues, rien, pas de chaîne. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc il faut que vous appreniez à générer des clics grâce à votre titre, c'est vrai. Mais aussi, les titres sont capables d'aller vers 2 sources de trafic différents. Je vous en parlais, je crois que la première fois que j'en ai parlé, c'est il y a pas loin de 2 ans sur cette chaîne, mais ça reste toujours d'actualité encore aujourd'hui, c'est-à-dire que votre titre, selon le titre que vous allez écrire, soit vous allez diriger vers le moteur de recherche, soit vous allez diriger vers les recommandations YouTube. Et les recommandations YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est la page d'accueil, youtube.com, et puis les suggestions de vidéos que vous avez après vos vidéos, tout simplement.
Ça, c'est ce qu'on appelle les recommandations. Donc, selon le type de titre que vous allez faire, vous allez plutôt chercher à faire un titre moteur ou un titre recommandation. Et les titres recommandations sont précisément ceux qui ramènent le plus de vues tout de suite, maintenant, tout de suite. Et voilà, c'est ça qui fait ce que vous pourriez penser être le buzz et ce qui est le plus efficace. Je ne suis pas très sûr que ce soit celui-ci, mais bon, en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que vous allez devoir, surtout pour les recommandations, être fort en écriture de titres façon copywriting. Et ça vous sert aussi le copywriting à écrire tout ce qui est SEO. Évidemment, si vous visez le moteur de recherche, vous devez connaître un petit peu les formules qui font que vous allez réussir à vous référencer tout en haut de ce moteur pour être vu. Mais le SEO, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi à savoir jouer des mots populaires, savoir vous servir des mots des autres. Dans votre niche, on utilise certains mots que peut-être vous n'utilisez pas. En tous les cas, il y a toute une période où vous allez devoir apprendre ce nouveau vocabulaire qui est souvent un vocabulaire quelquefois un peu étrange, quelquefois un petit peu simplifié. Par exemple, quand je me suis lancé sur toutes ces vidéos sur l'email marketing que j'ai fait, j'ai découvert des expressions que je n'utilisais pas. Par exemple, comment récolter des adresses email. Récolter des adresses. Pour moi, c'était plus un vocabulaire agricole, récolter. Mais non, c'était le langage qui est utilisé dans cette niche en particulier. Donc, j'ai dû m'adapter et trouver et m'adapter à ces mots populaires. Donc, le copywriting sert aussi à ça, à apprendre de nouveaux mots, ceux qui sont utilisés par votre cible, par les spectateurs que vous visez. Et puis, troisième chose qui est importante et intéressante aussi pour tout ce qui est copywriting, c'est vous allez apprendre à écrire des scripts grâce à ça, c'est-à-dire structurer le contenu avec un petit peu comme vous apprenez à l'école, l'exemple type, on disait introduction, développement, conclusion, ou alors un peu plus tard, thèse, antithèse, synthèse. Bon, voilà, c'est des structures comme ça qui vont vous aider à écrire vos... et puis, évidemment, à l'intérieur même de ces structures, être particulièrement puissant dans votre écriture de script. Donc tout ça, c'est la partie copywriting. Maintenant, il y a d'autres choses qui vont vous servir aussi. C'est par exemple le storytelling. Et apprendre le storytelling, ça va vous aider. De nos jours, il y a beaucoup de niches dans lesquelles on utilise des structures de storytelling. Donc savoir écrire des histoires, ce qu'on appelle l'arc narratif en français. Là encore, il y a des structures, comme je le disais tout à l'heure, thèse, antithèse, synthèse, voilà, il y a des ordres comme ça à suivre. Et tout ce que vous voyez au cinéma, là encore, que ce soit des séries ou que ce soit des grands films, il y a toujours des scénaristes qui sont derrière, qui appliquent des structures de storytelling connues. On sait que ça marche, on sait qu'après ça, il faut faire ça, etc. Bref, tout ça, ça vous sert aussi quand vous faites des vidéos YouTube parce que, au pire, vous allez utiliser des astuces de storytelling qui vont vous aider à faire en sorte que les gens restent sur vos vidéos et ne quittent pas. Et au mieux, si vous avez en tous les cas du contenu qui s'adapte à ce type de choses-là, ou si vous arrivez à adapter votre contenu à ce type d'histoire, vous allez pouvoir créer donc des véritables histoires storytelling et réussir à avoir encore une fois des vidéos qui fonctionnent, donc qui vont avoir plus de vues, etc. Ça fera partie de votre succès. Il faut aussi, quand on s'intéresse au storytelling, savoir exploiter ces images au montage, donc mettre en valeur votre histoire. Parce que le montage, c'est fait pour ça, c'est fait uniquement pour mettre en valeur, ça doit valoriser ce que vous avez apporté comme contenu à l'enregistrement. Et donc, le storytelling, vous pouvez le valoriser au montage, plus ou moins, selon ce que vous allez faire comme type de montage et comment est-ce que vous allez gérer tout ça. On reparlera du montage dans quelques instants, je vous donnerai quelques petits plans aussi. Et puis le neuromarketing, ça aussi c'est important. Et encore une compétence que vous devez avoir quand vous vous lancez donc pour devenir youtubeur façon 2024, vous n'allez pas y échapper. Il va falloir avoir un petit peu de psychologie. Cette psycho que vous allez devoir appliquer à vos spectateurs. Par exemple, truc typique, si vous avez, 10 astuces à présenter dans votre vidéo, vous pouvez très bien vous poser la question, bon alors tu sais ce que je vais faire ? Je vais garder la meilleure pour la fin. Comme ça ils vont être super, ils vont se dire waouh c'est génial et tout. Et non. Eh ben non, pas du tout. En fait, sur YouTube, il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire commencer par la plus forte des 10 astuces, parce que si vous arrivez... D'abord, il faut se battre à la seconde pour gagner de l'attention. Donc, les premières secondes, il ne faudra pas perdre la moindre de personnes, donc tant qu'à faire, autant le mettre le meilleur. Et encore une fois, si vous arrivez à provoquer un effet waouh dès la première astuce, il est possible que la personne se dise, mais peut-être que la troisième ou la quatrième sera excellente aussi. Et donc, va rester, vous l'aidez à se motiver, à rester sur votre vidéo. Donc, il faut avoir de la psychologie, effectivement, à appliquer à vos spectateurs, mais aussi connaître quelques biais cognitifs. Alors, je dis pas tous, parce qu'il y en a il me semble qu'il y en a plus de 200 en tout et pour tout. Donc, au moins les quelques-uns les plus évidents, mais savoir les utiliser dans vos vidéos. Par exemple, je vous parle du biais de négativité. Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on a tous, qu'est-ce que c'est un biais cognitif d'abord ? C'est qu'on a tous tendance à avoir les mêmes réflexes, pour simplifier au maximum, d'accord ? On a tous ces biais de réflexes, de biais cognitifs. Et, par exemple, le biais de négativité, on l'a tous. Qu'est-ce que c'est le biais de négativité ? C'est le fait qu'on a tous plus ou moins noir et blanc. C'est qu'on a tous plus ou moins l'envie
en tous les cas, le penchant naturel à s'intéresser aux trains qui arrivent en retard qu'à ceux qui arrivent à l'heure. Ça nous intéresse plus, c'est le fait qu'on est plus attiré par les choses négatives. Et si vous avez ça en tête et que vous le savez, évidemment, vous n'allez pas gérer votre contenu de la même manière. Vous allez savoir que quelquefois, c'est pour ça que si vous avez marqué en gros spam, arnaque sur les vignettes YouTube, tout de suite en rouge, tout de suite, ça attire l'œil et ça, que se passe-t-il? Voilà, ça fait peur, attention, j'aurais bien évité, pas tomber là-dedans, moi, donc je vais regarder la vidéo. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire. Les journalistes le savent depuis la nuit des temps, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que vous avez autant de journaux avec autant d'informations négatives qui sont streamées tout au long de la journée, parce qu'on sait très bien que s'ils veulent faire de l'audience, voilà, il faut présenter des catastrophes. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que nous, on fonctionne, et c'est comme ça que eux s'adaptent à la manière dont nous, on fonctionne. Donc, le neuromarketing peut vous apprendre plein de choses très intéressantes pour faire en sorte que vos vidéos fonctionnent grâce à de la psychologie d'une manière générale, de la psychologie adaptée et appliquée à votre vidéo YouTube. Donc ce sont de grands argentiers, nos YouTubeurs, ce sont aussi de grands scénaristes et ce sont aussi de grands graphistes. Pourquoi le graphisme? Parce que ça a une part, et on n'en parle peut-être pas assez ou pas assez souvent, moi quand je me suis lancé en 2017, personne ne parlait de mes concurrents, ne parlait de graphisme. J'ai lancé une vidéo sur Canva en disant que c'était important quand même de savoir quand on était marketeur et qu'on cherchait à vendre des produits, à savoir maîtriser l'image. Mais voilà, quand je dis... Bon, maintenant c'est bon, tout le monde a rattrapé le retard. Mais bon, en tous les cas, être graphiste et savoir manipuler les images, savoir les fabriquer, les créer tout simplement, évidemment, c'est pour vous un gros atout. Pas seulement pour les vignettes, c'est la première chose dans laquelle on pense. Mais oui, la création de vignettes, c'est important parce qu'il faut considérer ça comme l'emballage de votre produit. Si je prends par exemple ce produit au hasard, voilà, vous voyez que là, il y a un emballage. Alors, je ne vous montre pas la marque, hein, mais vous avez compris que c'était des chewing-gums. Hein. Et ben, on se doit pas ce qu'on peut. Hein. Donc, chewing-gum, il y a forcément un emballage. Vous l'avez vu, une étiquette. Et ça, cet emballage, c'est tout simplement la vignette de votre vidéo YouTube. Et il faut savoir faire de bons emballages, sinon personne n'achètera le produit, personne ne cliquera sur votre vidéo. Le taux de clic va jouer aussi en fonction, évidemment, de ces vignettes que vous allez créer. Donc, il faut être bon, il faut être graphiste, il faut être bon en images fixes, comme c'est marqué ici, hein, d'accord? Cela dit, il faut être bon aussi pour la création d'animation. Pourquoi? Parce que l'animation, les animations à l'intérieur de vos vidéos, ça c'est pareil, quand j'ai commencé en 2015, personne ne faisait ça. Hein. Mais bon, ces petites animations, tu sais ce que c'est les animations? C'est tout simplement, tiens, voilà, là-haut, hop, là, là, il y a une petite animation, voilà, ça rentre, ça sort, ça bouge, des panneaux, des trucs qui montent, des petites animations graphiques donc, qui se mettent en place dans vos vidéos. Et ça réveille l'attention évidemment. Et puis c'est une communication moins intrusive. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne vais pas vous parler du PDF qui est à télécharger toutes les 2 secondes. Hein. Juste, je mets des petites incrustes de temps en temps et qui viennent apparaître et qui sont là pour vous rappeler l'essentiel. Et c'est pas intrusif parce que ça gêne pas en fait. Hein. C'est un petit peu l'équivalent des bandeaux que vous pouvez voir sur les chaînes, par exemple, Tout Info, il y a toujours des bandeaux qui défilent, comme celui-ci que vous voyez là. Voilà, vous avez des bandeaux comme ça, c'est quand même moins intrusif que de s'arrêter toutes les 2 secondes ou de faire 15 secondes ou 20 secondes en plein milieu de la vidéo et dire hey, « j'ai ça à vous proposer ». Ok. Donc, cherchez à créer des animations, c'est pour vous un atout dans vos vidéos, parce qu'encore une fois, là aussi, ça va basculer les choses et ça va réveiller l'attention. Et puis, la création de branding, c'est important effectivement de communiquer sur... Alors ça peut être les couleurs de votre marque, c'est une mise en avant d'une manière générale. Tiens, il manque un A là. T'as mis où le A, hein? Donc c'est une mise en avant de votre marque. Alors ça peut être les couleurs, ça peut être le graphisme, en tout cas les typos que vous allez utiliser. Là vous avez un type de typo que vous allez retrouver absolument partout sur ma communication d'une manière générale. Le noir, le jaune, là aussi sur les couleurs, etc. Bref, de temps en temps vous allez voir certainement, tiens, rien que ce petit sigle là, voilà, ici, là, voilà. Et ben ça aussi c'est par exemple, ça fait partie de mon branding, hein, le logo, etc. Bref, tout ça, ça vous permet d'être identifié facilement, d'être identifié visuellement facilement. Ça peut être aussi auditivement, hein, si vous avez un son particulier, un jingle particulier. Dans mes vidéos, vous voyez que j'ai toujours un petit peu la même musique qui revient de temps en temps. Donc tout ça, ce sont des éléments de branding qui vont vous permettre d'être identifié. Et Dieu sait que s'identifier, c'est quand même quelque chose d'important. Vous l'avez remarqué, hein, avec toutes les vidéos, tous les concurrents qu'il peut y avoir, cherchez à vous démarquer et vous identifier aussi visuellement. C'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Eh ben, ça reste quand même quelque chose de positif pour vos vidéos et pour votre chaîne d'une manière générale. Alors, les youtubeurs 2024 sont de grands argentiers, sont de grands scénaristes, sont de grands graphistes et ce sont aussi de grands monteurs. Monteur avec un on. Alors, voilà les petites choses intéressantes pour ce qui concerne le montage. D'ailleurs, je crois que je vais vous faire un truc spécial montage
ou c'est déjà fait d'ailleurs, je ne sais pas dans quelle ordre je vais le sortir. En tous les cas, le montage, c'est vraiment quelque chose d'important. D'abord, le montage, retenez bien ça dans votre tête, c'est fait pour servir une histoire. Ça veut dire que c'est pas juste de la mise bout à bout de fichiers comme ça, où ça saute toutes les 2 secondes, ce qu'on appelle le jump cut. C'est pas juste ça. C'est pas non plus une démonstration de force avec des effets de partout. Non, peut-être que la vérité se trouve juste un peu au milieu, hein, entre les deux. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous devez servir l'histoire, servir le contenu que vous avez à promouvoir ou à proposer, servir ce que vous avez à dire. Et selon le montage que vous allez faire, vous allez plus ou moins réussir à mettre en avant votre contenu. C'est pour ça que c'est important d'être bon monteur. Et être bon monteur, qu'est-ce que c'est? C'est pas en faire trop, pas en faire pas assez, être juste dans le juste milieu, mais surtout avec de la personnalité. Ça veut dire, faites exister votre patte, votre manière de faire. Et là, je peux vous assurer que de ce côté-là, j'ai été pillé depuis 2015, et que ce soit d'ailleurs sur la forme ou sur le fond. Mais je vais passer là-dessus, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça finit quand même par agacer. Hein, mais je pense que ceux qui recopient vont se reconnaître sur ce coup-là. Donc, servir l'histoire avec de la personnalité, ça veut dire aussi, par exemple, que si vous avez un montage avec une histoire qui ne mérite pas plus que ça de faire du montage, mais de faire presque de la mise bout à bout, eh ben, si ça sert l'histoire et si c'est ce qu'il faut pour que votre vidéo passe mieux, c'est comme ça qu'il faudra le monter. Et si celle d'après, au contraire, il faudra mettre plus d'effets, des transitions, éventuellement des sons, des bruitages, bref, eh ben vous en ferez un peu plus sur la vidéo d'après. Mais il ne s'agit pas de rentrer dans un carcan fait une bonne fois pour toutes, il s'agit au contraire de servir l'histoire avec ce que demande votre vidéo et avec votre propre personnalité, votre propre patte. Voilà. Alors, et puis la troisième chose qui est importante, c'est d'être maître. D'être maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'oubliez pas que quand vous faites vos propres... Et quelque part, c'est un avantage et un inconvénient, c'est que vous avez le final cut. Qu'est-ce que c'est le final cut? C'est une expression qui veut dire simplement que c'est vous qui allez décider en dernier lieu. C'est-à-dire que si vous avez 3 monteurs, si vous avez un réalisateur, les techniciens qui sont là et les acteurs, enfin, au niveau du montage, normalement, il n'y a pas tout ce monde-là, mais bon, pour vous donner cet exemple-là et que chacun dit non, moi je veux ça, non, moi je veux ça, non, il y a un moment, il va falloir trancher quand même. Hein. Et c'est vous qui allez trancher. C'est vous qui avez le pouvoir décisionnel final, c'est vous qui avez la coupure, le montage final, le final cut. Et donc à partir de là, avantage et inconvénient. Avantage, c'est que c'est vous qui décidez. Hein, ce que vous allez sortir, c'est effectivement votre propre personnalité. Ce qui va sortir, c'est vous. Hein. Mais l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura peut-être personne à côté de vous pour venir vous apporter un jugement extérieur, une vision extérieure et peut-être rattraper quelques coups. Donc, il faut avoir beaucoup de recul sur son travail pour réussir à faire en sorte que ces vidéos fonctionnent. C'est ça, devenir youtubeur 2024, c'est aussi avoir ces compétences-là. Hein. Bon, je vous ai mis plein de petits liens comme ça tout au long de ce PDF que vous allez pouvoir récupérer là-dessous. Hein. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer et puis vous allez voir plus précisément ce vers quoi ça renvoie. Il faut aussi savoir faire du montage son. Donc là, je vous ai parlé de l'image, maintenant on parle du son. Et le son, c'est super important. Hein. Par exemple, vous allez pouvoir utiliser des ambiances. Et les ambiances, elles sont là, quelquefois de manière insidieuse, on les entend à peine, c'est en fond sonore, mais en même temps, si vous mettez des grillons, voilà, ça va nous rappeler peut-être le midi de la France, avec ces chaudes soirées au soleil couchant. Je sais pas, mais voilà, quand je vous donne des exemples simples, c'est que avec des sons comme ça, vous allez réussir à impliquer quelque chose, une ambiance, une atmosphère, que vous allez pouvoir partager. Puis ça a un effet immersif, parce que tout de suite, dès que vous mettez par exemple une ambiance de restaurant, voilà, de restaurant, là fatalement vous avez l'impression tout de suite, ça vous rappelle des choses, vous avez l'impression d'être immergé dans ce restaurant. Donc utiliser les ambiances, faire du montage son avec les ambiances, c'est quelque chose qui peut en aider certains d'entre vous. Je dis pas qu'il faut le faire sur toutes les vidéos, mais je dis simplement que dans certains cas particuliers, ça peut largement vous aider à faire passer votre message. De même qu'utiliser des bruitages. Les bruitages, ça sert surtout à renforcer l'action et ça s'utilise surtout de manière judicieuse. C'est-à-dire que c'est pas la peine, si vous en mettez partout, ça n'aura plus de forme, plus de force, ça n'aura plus de sens. Donc de temps en temps, mettre des bruitages à des moments importants, ça peut venir appuyer ce que vous êtes en train de faire, appuyer l'image que vous êtes en train de diffuser. Et puis savoir aussi utiliser les musiques. Alors les musiques, c'est super important parce que ça joue sur l'émotion. L'émotion que vous allez mettre dans vos vidéos. Vous allez voir que quelquefois, rien que de mettre une musique, ça va vous aider, mais par 10, par 20, par 1000, à faire passer le message que vous avez envie de faire passer. Et elles sont là aussi, du coup, pour aider à la compréhension de ce que vous essayez de faire, de mettre en place, de mettre en œuvre. Donc, les ambiances, les bruitages, les musiques, tout ça, c'est du montage son, ça fait partie du montage d'une manière générale. Vous pouvez très bien, si vous maîtrisez un petit peu la chose, tout faire en même temps, c'est-à-dire image et son en même temps, puis avancer sur votre timeline, ou
Si vous maîtrisez un petit peu moins la chose, peut-être faire juste l'image et après passer au son. Donc vous faites le montage son pour rajouter sur l'image. Mais le mieux évidemment c'est de faire les deux en même temps parce que du coup vous allez pouvoir quelquefois penser en termes de son au dépend de l'image et quelquefois l'inverse. Donc, mais bon, d'une manière générale, le montage c'est important. Être un grand argentier, être un grand scénariste, un grand graphiste, un grand monteur, il faut être aussi un grand présentateur. Il y a des chances que vous soyez à un moment ou à un autre face cam, c'est-à-dire en face caméra. Et dans ce genre de cas, il faut savoir développer quelques compétences. Et il n'y en a pas 36 qui peuvent vous aider dans ce genre de cas. La première, c'est une compétence en communication. Quand je dis compétence en communication, ça ne veut pas dire justement simplement être capable d'avoir un langage fluide ou ne pas bégayer, ne pas faire des E. Ça n'est pas que ça. C'est aussi avoir une excellente mémoire, par exemple, pour retenir tout ce que vous avez à dire. Par exemple, être capable de vous faire des listes à puces et puis de les avoir marquées là, vos listes à puces, pour pouvoir délivrer votre contenu en lisant vos listes à puces et en développant chacune de ces puces qui vous sera proposée. Moi, ma liste à puces, par exemple, pour cette vidéo, c'est tout simplement les diapos que vous êtes en train de regarder. Voilà, c'est ma liste à puces. Donc, je m'appuie sur cette liste à puces et je sais ce que je dois dire, ce que je dois développer, par exemple, dans ce chapitre compétences en communication. Donc, compétences en communication, c'est vrai que c'est ce que vous avez à dire et la manière dont vous allez faire passer les choses, mais c'est aussi, alors sur la forme, tout le monde pense tout de suite les E, les tout ça, mais sur le fond aussi, être capable d'utiliser des images peut-être de temps en temps, des métaphores peut-être, être capable de parler simple, de faire des points, de reprendre, de réussir à faire des chapitres quand on parle, bref, de changer, sentir qu'on change de chapitre. Donc tout ça, c'est de la compétence en communication et c'est quand même quelque chose d'important. Parce que ça va vous aider évidemment dans vos vidéos. Donc cherchez à travailler vos compétences en communication et cherchez aussi surtout à travailler vos compétences en leadership. Il y a deux choses qui sont importantes dans le leadership. La première, c'est, j'allais dire, la forme, c'est-à-dire le charisme. Le charisme que vous pouvez avoir en vidéo. Et le charisme, bien souvent, ça passe... Enfin, c'est pas que ça, mais disons, la chose la plus simple que vous pouvez mettre en place pour que vous puissiez avoir du charisme à l'écran, c'est tout simplement jouer de vos mains, jouer des gestes, prenez de la place, prenez de l'ampleur dans votre image. Là, je n'en ai pas beaucoup, je suis dans un petit rond, je ne veux pas prendre de la place, c'est trop petit. Ah là, il est un peu plus grand. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je ne dis pas qu'il faut faire des grands gestes, je dis simplement qu'il faut laisser vos mains naturellement accompagner vos mots et vos pensées. Et évidemment, au début, peut-être ça paraîtra un petit peu gauche, votre langage corporel. Mais avec le temps, vous allez voir que ça va se mettre en place et ce sera pour vous quelque chose qui vous donnera un petit peu plus de charisme à l'écran. Et puis, deuxième chose, cette fois-ci, on est plus sur le fond, un peu moins sur la forme. C'est pour votre compétence en leadership, c'est effectivement d'essayer de devenir leader. Et un leader, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, pour simplifier, un leader, c'est quelqu'un qui passe devant. C'est-à-dire que vous allez devoir ouvrir les chemins, voilà, défricher pour les autres. Et vous allez passer devant, vous serez la personne, si vous voulez être un leader dans votre domaine, vous serez la personne qui va ouvrir des chemins nouveaux à d'autres qui sont derrière et qui vont suivre, et c'est vous qui allez prendre tous les risques. Les problèmes seront pour vous parce que vous êtes le premier à ouvrir ce chemin, les soucis, mais l'avantage c'est que du coup, tous ceux qui seront derrière vous suivront aveuglément en disant « mais lui, s'il l'a fait, moi je peux le faire et je suis... » Les moutons et le berger, c'est exactement ça, voilà. Donc si vous voulez être leader, c'est pas plus compliqué que ça. Il vous faut travailler le fait d'être dans la nouveauté et d'aller chercher des chemins nouveaux qui auront évidemment leur efficacité, sinon ça sert à rien. Et vous allez pouvoir donc après proposer ça à d'autres personnes qui vont vous suivre derrière et vous serez donc un bon leader. Voilà pour ces quelques petites choses intéressantes et importantes qu'il vous faut suivre. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, ce que je fais, c'est que je vous mets tout simplement pour devenir youtubeur ou pour réussir sur YouTube, le PDF qui est là à télécharger. Je vous souhaite bien sûr de passer une bonne fin de journée et à tout de suite. Je crois que c'est si tu cliques la suite. Ouais, c'est ça, si tu cliques.